Martini, représenté par son directeur maître de scène, que je remercie de nous avoir accueillis pour cette présentation. Oui, c'est une vaste question, et c'est surtout une question qui est totalement absente en général du débat politique, que ce soit en Valais ou ailleurs. Très récemment, il y a eu Mathias Renner qui a posté un tweet, peut-être que vous l'avez vu, c'est je crois la première fois qu'un politique poste un tweet pareil en disant « La culture représente 5% des emplois en Suisse, un secteur comparable à la finance », ce qui est vrai, ou au tourisme, même légèrement supérieur que le tourisme. Il serait temps de comprendre l'importance de cette industrie culturelle créatrice d'emplois. Et c'est vrai que c'est une thématique qui, en fait, n'existe pas dans le débat politique, et si Appel Citoyen peut porter cette question, c'est une bonne chose, d'autant plus qu'il y a des électeurs pour ça. Première question, évidemment un peu classique, c'est quoi la culture? Alors la présentation de ce soir ne s'adresse pas à des spécialistes, j'en vois dans la salle, donc ils sont peut-être un peu frustrés par certaines évidences ou certaines portes ouvertes que je vais néanmoins ouvrir. Mais si vous avez, je pense que les questions que je vais poser leur permettront aussi de réagir, et pour les autres, si ça va parfois trop vite, parce que je ne pense pas, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions. Bon, la première question, c'est quoi la culture? Évidemment, chacun, je pense, a une définition propre de ce qu'est pour lui la culture. Pour ce soir, et a priori, ce que je pense de la question, c'est la suivante. La culture, c'est l'ensemble des productions artistiques. Donc, je pense qu'il faut placer l'art au centre de la culture, à la fois amateur et professionnel. Bien sûr, des institutions culturelles, comme celle dans laquelle nous nous trouvons, du patrimoine, parce que le patrimoine est aussi un secteur culturel à part entière, et puis évidemment de tous les emplois qui y sont reliés, puisque travaillent dans le domaine de la culture, pas uniquement des artistes, malheureusement quelquefois trop peu, mais beaucoup d'administrateurs, de communicants, de médiateurs culturels, d'opérateurs culturels, qui font partie en fait, qui composent ce PIB culturel. J'avais marqué avant dans le slide d'avant, il y a deux définitions antinomiques, il y a celle-là, et puis voilà. Et puis, il y a la suivante, en fait, qui nous met toujours un petit peu dans l'ornière, qui est la culture, au fond, qui est liée au mot civilisation, et qui est liée à toutes les valeurs identitaires qui en découlent. Quand on parle de la culture d'un peuple, la culture d'une entreprise, la culture d'un club de foot, je ne parle pas de la culture du maïs, mais enfin, ce mot, en fait, c'est un mot valise qui sert à énormément de choses, mais effectivement, la culture en termes de valeurs identitaires, c'est une chose une définition qui circule un petit peu partout, mais qui est en fait antinomique avec celle que j'ai dite avant. Et c'est vrai qu'il y a une tension permanente entre ces deux définitions qui n'ont en fait rien à voir l'une avec l'autre. Parce que l'identité d'une région ou d'un pays, pour autant qu'elle existe, ça c'est aussi une vaste question qu'on ne va pas traiter ce soir, mais je ne sais pas s'il existe une identité valaisanne, une identité suisse, j'en suis personnellement pas du tout sûr. En tout cas, elle ne conditionne pas le type d'activités culturelles et artistiques qui sont pratiquées, sauf évidemment dans des pays où le type de culture est dirigé par l'État. Par contre, cette tension-là, elle pose problème, ou elle peut poser problème au moment d'élaborer une politique culturelle. Par politique culturelle, on entend le fait de savoir quel type de culture on soutient ou quel type d'artiste on soutient. Ça, c'est toujours une question qu'on se pose, par exemple, quand on a des demandes de subventions. Alors, des fois, on fait de la politique culturelle sans le savoir, notamment dans les petites communes, mais c'est toujours une politique culturelle. Le risque de cette tension, c'est que cette politique culturelle, c'est qu'elle se fonde sur des critères, justement, de typicité ou d'identité qui sont liés à la seconde définition. Il y a des exemples très faciles et locaux. On a des demandes de subventions pour des fanfares. Alors, la fanfare est souvent liée à un parti politique, donc la question de la subvention se pose, on va dire, de façon plus... où la demande est un peu formelle, on va dire. Mais il y a quand même toujours la question de dire, mais en fait, une fanfare en Valais, c'est plus typique qu'un groupe de métal. Or, évidemment, je ne connais pas de groupes de métal qui sont associés au PDC ou au PLF, mais en fait, dans le canton, il y a sans doute 10 fois plus de groupes de métal que de fanfares et 10 fois plus de gens qui les pratiquent, et sans doute aussi 10 fois plus de gens qui convoquent du métal, mais aucun d'eux, ou presque aucun d'eux, ne reçoit une subvention. Même aucun d'eux ne la demande, en fait. Et puis, il y a un exemple plus subtil et national qui est là assez courant quand même, de dire, par exemple, qu'il existerait un art suisse ou une façon particulière à la Suisse ou aux artistes suisses d'exercer une activité artistique. C'est à mon avis pas non plus un fait culturel.
c'est plutôt un élément de communication qu'on retrouve alors de façon assez marquée dans pas mal d'opérations. Voilà, donc ça c'est un peu la phrase. À mon avis, il n'y a pas d'art suisse, pas plus que d'art valaisan, on peut ne pas être d'accord là-dessus, mais il n'y a rien qui permette de définir une certaine façon pour les Suisses de pratiquer l'art, et pour les Valaisans, je ne crois pas non plus. L'art étant transnational et absolument transversal. Mais ces discours-là sur l'identité, la typicité, évidemment, influencent très directement la façon dont les subventions publiques dans le domaine culturel peuvent être attribuées, là j'ai mis son, mais en fait peuvent être attribuées, et puis dans la diffusion des artistes à l'étranger, c'est-à-dire que quelquefois, on dit au fond les Suisses, ils sont bons dans telle catégorie de pratiques artistiques, et c'est ça qu'on va encourager. Mais ça, c'est vraiment un discours on va dire, communicationnel, mais qui pose un problème parce que ça devient aussi, au bout d'un moment, un discours qui peut glisser vers l'identitaire. Du genre, les artistes suisses sont précis, par exemple. Pas plus précis que les Italiens ou que les Australiens, mais c'est des choses qu'on entend. Alors, au niveau constitutionnel, puisqu'on parle de ça aussi, comment la culture est-elle soutenue en Suisse? Au niveau fédéral, il y a le fameux article 69 qui est assez récent, qui place tout de suite dans son alinéa 1 la chose, la culture est le ressort des cantons, donc pas de la Confédération, mais la Confédération peut promouvoir, ce qui fait qu'elle le fait en fait, des activités culturelles présentant un intérêt national, etc. et elle accomplit, elle tient compte de la diversité culturelle et linguistique du pays, ce qui est l'évidence même. Alors au niveau fédéral, il y a deux institutions, deux organismes qui s'occupent de culture. Pro Helvetia est une fondation, et l'Office fédéral de la culture. Alors la question de savoir pourquoi il y a deux organismes au niveau fédéral qui s'occupent de culture, c'est une chose à laquelle je ne vais pas répondre, c'est historique, mais effectivement, on pourrait se demander, ce n'est pas le propos de ce soir, pourquoi on a deux choses qui s'occupent au fond de la même chose. Je parle là sous le contrôle de Jean-Paul Follet, qui était anciennement directeur du Centre culturel suisse à Paris, qui est financé intégralement par Pro Helvetia, qui pourrait peut-être répondre à cette question. Sur le site de Pro Helvetia, Pro Helvetia encourage l'art et la culture suisse, donc il y a, à mon avis, un petit problème grammatical justement par rapport à ce que je disais avant, en privilégiant la diversité et la qualité, etc. Donc voilà, Pro Helvetia se concentrera sur la création artistique, notamment dans les domaines des arts de la scène, des arts plastiques, etc. On va évidemment beaucoup travailler sur les échanges culturels en Suisse, à l'intérieur des régions linguistiques. Vous savez que c'est toujours très compliqué de faire circuler des spectacles en Suisse, même des spectacles de danse, hein, c'est pas une question de langue. Il y a une barrière qui est, comme dans plein d'autres domaines, qui est pratiquement infranchissable. Donc dès que vous avez un projet qui est, on va dire, translinguistique ou transcantonal, Pro Helvetia est tout content de pouvoir le soutenir. Et puis, évidemment, tout ce qui concerne les échanges culturels avec l'étranger, puisque c'est extrêmement important d'avoir des artistes qui partent à l'étranger, qui sont aussi les ambassadeurs de la Suisse, et quelque part, ces échanges culturels avec l'étranger, c'est aussi toute la dimension des affaires étrangères, de la politique stratégique quelque part de la Suisse, qui vend son image à l'étranger via ses artistes. Et puis il y a toute la question de la relève et de la médiation culturelle. Et puis, de l'autre côté, vous avez l'Office fédéral de la culture, qui est plutôt, on va dire, qui est plutôt sur le secteur du cinéma, sur les musées nationaux, sur les collections, la Bibliothèque nationale, sur la conservation de patrimoine, et puis qui aussi distribue une série de prix culturels dans les domaines, par exemple, des arts de la scène. Mais en fait, tout ça, c'est pas très important, puisque ce sont les cantons et les villes en Suisse qui sont les principaux acteurs de la culture, puisque c'est assez étonnant, mais les villes et les cantons représentent 90% des financements publics pour la culture en Suisse. Alors évidemment, avec des disparités qui sont très importantes d'un canton à l'autre, d'une ville à l'autre. La ville de Genève, par exemple, qui est un peu le champion du monde de Suisse de la subvention culturelle, est à 250 millions, ce qui est assez énorme. Alors évidemment, il y a le Grand Théâtre là-dedans qui coûte 60 millions environ par année, mais c'est une subvention qui est extrêmement, qui est extrêmement importante. Il y a plus de 1000 fonctionnaires qui travaillent au service de la culture de la ville de Genève, ce qui est quand même assez incroyable. Pour comparaison, le canton du Valais est à 25 millions. L'ensemble du canton du Valais, je ne parle pas des villes. Et puis la ville de Monthey, puisque c'est celle que je connais, elle est à 3 millions. Donc vous voyez, on ne se bat pas dans les mêmes catégories. Ceci dit, sur 250 millions, je pense qu'en termes de diffusion, de réputation de la ville de Genève culturelle à l'étranger, à mon avis, ça pourrait être mieux fait que ça. Au niveau cantonal, le service de la culture, je suis filmé, j'ai oublié.
concentre son activité sur le soutien aux artistes, les musées cantonaux, les archives et la médiathèque Valais. Et puis au niveau des villes et des communes valaisannes, alors là les politiques culturelles sont très variables. En général elles ne sont même pas formulées. Notamment dans les petites communes, dans les villages, il n'y a pas de politique culturelle écrite, mais ce sont elles qui financent en fait, et investissent dans les infrastructures culturelles, les théâtres, les musées, donc le bâtiment, le solide, les salles de concert, les écoles de musique, et peut-être que vous avez vu, j'en reparlerai plus tard, mais depuis quelques années maintenant, chaque village, chaque commune construit sa salle de spectacle. Comme avant, on avait les terrains de foot, où chacun construit son terrain de foot, maintenant c'est les salles de spectacle, et c'est pas sans poser certains problèmes. Non seulement ça coûte très cher, mais ensuite il faut aussi les remplir. Les villes sont un des acteurs principaux de la culture, parce qu'évidemment la culture est vitale pour les villes, parce que c'est ça qui va apporter l'oxygène à la ville, et puis les villes sont vitales pour la culture, ce sont des villes qui financent énormément les activités culturelles, et les artistes sont souvent présents dans les villes plus que dans les campagnes. La culture, de façon générale, a des effets, ils sont multiples, et j'en ai pris quelques-uns. L'image d'une ville et son tourisme, j'ai pris l'exemple de Nantes, je vais parler plus tard. Son attractivité, donc toutes les grandes métropoles mondiales ont une politique culturelle ou un soutien à la culture qui est extrêmement actif parce qu'ils savent qu'il y a une relation très directe entre l'activité culturelle et l'attractivité de la ville. Le poids économique de la culture qui peut être très important. Par exemple, à Montpellier, qui s'intitule Capitale du jeu vidéo. Il y a plus de 60 entreprises de jeux vidéo qui travaillent dans la périphérie de Montpellier, donc c'est un poids économique qui est extrêmement important. Et puis, évidemment, la culture a des effets sur la qualité de vie qui peuvent être fondamentaux. Je pense à Montréal et ses festivals d'été. Vevey, ville d'image. Vevey, ville d'image, c'est aussi un exemple pour l'image de la ville et de son tourisme, qui est véhiculé dans le monde entier. Paris, évidemment, etc., etc., etc. Mais la culture, et c'est là où les politiques culturelles sont assez compliquées à gérer, c'est un domaine qui est totalement imprévisible. L'activité culturelle est protéiforme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire la culture c'est ça. La culture c'est ce que les artistes ou les créateurs disent qu'elle est. Et elle n'a pas de limite quant à ses formes et ses contenus. Je ne sais pas dans 10 ans ce que va être la culture. Je n'en ai strictement aucune idée. Deuxième chose, la culture est un domaine très libéral puisque la notion de liberté artistique elle est centrale. Sans liberté, vous n'avez pas d'art possible. Donc, de ça découle le fait qu'une politique culturelle devrait s'inscrire dans un cadre le moins normatif possible. Et je vous donne l'exemple juste après de Genève, le contre-exemple en fait de ça. Et même idéalement, une politique culturelle, on va un peu provoquer, devrait semer le désordre en fait, dans une ville, dans un territoire, créer l'inattendu, offrir des espaces et voir ce qui se passe. C'est ce qui se passait à Genève dans les années 90, où vous aviez plus de 70 squats qui étaient actifs, qui étaient de véritables laboratoires quotidiens de la pratique artistique, que ce soit par des concerts impromptus, du théâtre indépendant. Il y avait des soirs, il y avait 30 spectacles de théâtre à Genève. Alors oui, c'était critiquable parce que, on va dire, les subventions étaient saupoudrées à plein de groupes différents et personne n'avait beaucoup d'argent. Mais en fait, tout le monde travaillait. C'était un peu la différence avec maintenant où au fond, personne ne travaille ou quelques-uns travaillent avec beaucoup d'argent. Et au fond, cette espèce d'émulation a créé des artistes qui ensuite ont tourné beaucoup à l'étranger, se sont institutionnalisés, mais grâce à cette espèce de, on va dire, simplement avoir des espaces vides, ont pu expérimenter des choses, travailler. Et puis c'est en travaillant, évidemment, comme dans tous les autres domaines, on peut s'améliorer. Et là, il y a un article très connu, je ne sais pas si c'est très connu, mais enfin, le New York Times a écrit en 2011, et qui est terrible pour la ville de Genève, parce qu'il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette ville qui était connue avant, qui est connue internationalement pour la diplomatie, etc., elle était extrêmement attractive par le fait même de cette culture totalement alternative. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça s'est fait en quelques années, tous ces squats ont été fermés, non pas par le fait d'une politique culturelle, mais par le fait d'une politique, on va dire, restrictive et immobilière. Et la ville de Genève, en tout cas provisoirement, elle a eu du mal, mais elle s'est culturellement asséchée à cause de ça. C'est une politique immobilière qui a voulu, on va dire, mettre de l'ordre là-dedans. Et quand on veut mettre de l'ordre là-dedans, évidemment, c'est
plus problématique pour les espaces culturels et pour l'activité artistique. En tout cas, c'est un article, je pense, que la ville de Genève ne met pas très en avant, mais c'est intéressant que le New York Times s'y intéresse, ou ait pointé la chose. Par exemple, dans la Constitution prix-bourgeoise, il y a un article 21 qui est intéressant, qui va tout à fait aussi faire l'objet d'un article valaisan. La liberté de l'art est garantie, et c'est peut-être pas mal de le préciser quelquefois. Voilà. Évidemment, voilà, ce que j'ai dit, l'art a toujours exploré de nouveaux territoires poétiques, braver les interdits, investi de nouveaux espaces. Là, je vais donner des exemples qui sont vraiment des exemples massifs, donc pardon pour ceux qui les connaissent, mais ils se déploient évidemment à toutes les époques et dans tous les styles. Évidemment, il y a les premiers graffeurs il y a 40 000 ans. Je ne sais pas s'ils étaient amendés pour ce qu'ils faisaient dans les cavernes, mais enfin voilà, c'est un peu la même chose que ce qui se passe aujourd'hui. L'invention de l'art contemporain, dire qu'un pissoir est une œuvre d'art. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'avant, je crois que c'est Valentin Caron, ça. Et quelqu'un a posé des trucs là en disant, Valérie m'a dit, attention, c'est une œuvre d'art. Voilà. Quelque part, on est ceci un peu dans le même processus que ça, c'est-à-dire que c'est le contexte qui fait l'œuvre. Il y a aussi une vidéo assez récente, assez drôle, où quelqu'un a perdu ses lunettes. Quelqu'un a vraiment perdu ses lunettes dans une salle d'exposition et les gens admirent la paire de lunettes. Voilà. Mais enfin voilà, tout ça date, hein, c'est quand même déjà presque un siècle, cette question-là, qui a introduit en fait une révolution sur le regard qu'on pose sur une œuvre d'art. C'est-à-dire l'œuvre d'art, c'est pas ce qui est joli, ce qui a été forcément travaillé, etc., mais dépend aussi de tout un champ, de tout un contexte. L'invention de la danse-théâtre, qui est aussi extrêmement importante dans le domaine qui est le mien, parce que tout d'un coup, Pina Bausch a permis, en mélangeant le théâtre et la danse, en associant les deux, à la fois de mieux raconter la vie, et puis en même temps de permettre aux artistes des arts de la scène de pouvoir avoir des influences de différents domaines artistiques et de ne pas rester uniquement dans leur langage propre. Voilà, l'art corporel, je crois que ici c'est Gina Pam, c'est-à-dire aussi que l'art peut s'inscrire dans son corps, elle peut aussi être une histoire ou raconter une souffrance. Les danses de rue, évidemment, voilà, le hip-hop qui s'est aussi institutionnalisé et qu'on se retrouve maintenant dans les théâtres, le street art que tout le monde connaît, ainsi avec Banksy, l'art numérique, voilà, qui a explosé depuis évidemment les révolutions technologiques et qui permet aujourd'hui très simplement, enfin pas très simplement, mais disons de façon accessible et financièrement accessible de faire des choses très compliquées sur une scène de théâtre ou au-delà. La musique électronique, ce champ-là a pris aussi un poids extrêmement important. Le jeu vidéo, qui est peut-être le secteur culturel massif actuel, puisque je vais le dire d'ailleurs plus tard, je crois, mais il pèse 66 milliards d'euros dans le monde, c'est-à-dire plus que l'industrie cinématographique depuis 2002. Les séries télévisées, c'est aussi de la culture, et puis la culture dans des lieux atypiques. Ici, le Neubad à Lucerne, qui était une piscine et qui est devenu un centre d'art à la fois de conférences, d'ateliers, de différentes activités artistiques. On peut aussi penser au Alger-Simon, plus près de nous, à Montaigne. Parce que la culture adore ces espaces atypiques. Et puis, évidemment, tout ça coexiste avec les formes les plus classiques que nous connaissons, la peinture, etc., le livre, l'opéra, la musique classique. Donc, en fait, les champs artistiques sont absolument gigantesques. La culture, c'est l'innovation. Oui, voilà, ça je l'ai dit. Et puis, dire aussi une chose importante, c'est que l'innovation culturelle, c'est-à-dire tout ce qui est nouveau en culture, démarre souvent, et ça c'est pas que voilà, dans la culture d'ailleurs, mais dans les marges de la marginalité, avant de conquérir le marché est peut-être le plus important de tous les esprits. Et puis ce qui est d'abord exclu devient souvent le moteur des industries culturelles. Par exemple, le hip-hop qui est né dans les bas-fonds du Bronx dans les années 70, évidemment, aujourd'hui, est, quand vous programmez la musique actuelle, c'est ce qui marche le mieux de façon presque mondiale. C'est une industrie qui est énorme. Dire aussi une chose évidente, l'innovation culturelle est faite des créateurs et pas des institutions culturelles, ou rarement, pas des médiateurs culturels, surtout pas des communicants, pas des administrateurs et encore moins des politiques. Donc, quand on soutien de la culture, il faut soutenir les artistes, ce sont eux qui vont faire avancer le chemin public. La culture, c'est, comme l'a dit Mathias Renard, 4,2% du PIB en Europe, et en Suisse,
C'est près de 200 000 personnes qui sont employées dans ce secteur. En plus, c'est un secteur qui est en forte croissance. En Valais, c'est le secteur qui est le plus, qui connaît le plus de croissance voilà, que tous les autres secteurs. Alors, oui, 3 clichés que j'entends en tant qu'opérateur culturel, toujours en Valais. Évidemment, la culture toute ne rapporte rien. Voilà, donc en Valais, c'est 3,4% des postes de travail, donc on est encore un petit peu en retard. Et puis, une étude qui a été mandatée par Service de la Culture montre qu'un franc investi dans la culture en rapporte entre 2 et 6 selon les secteurs d'activité. Ce qui fait qu'au fond, plus on dépense pour la culture, plus ça rapporte à la collectivité, mais ça, c'est un discours qui ne passe pas du tout auprès des politiques, puisqu'évidemment, dans les lignes budgétaires, le retour sur investissement n'existe pas, puisqu'il passe par d'autres choses. Par l'impôt. La culture est une activité de loisir, donc genre restez dans votre coin, ou alors on associe culture et sport, toujours. C'est vrai que c'est aussi une activité de loisir, mais on oublie de dire que la culture, parmi plein d'autres choses, c'est un auxiliaire indispensable de l'éducation et du développement de la personnalité. Et puis alors le grand truc, c'est la culture. Le tourisme, on s'en fout, parce que la culture n'intéresse personne. En Valais, on peut estimer environ 1 million de spectateurs chaque année, uniquement dans les manifestations culturelles professionnelles, que ce soit festivals, institutions, etc. Et là, je ne parle vraiment pas des fanfares. 1 million de personnes, et en plus, je pense que c'est une estimation relativement basse, c'est quand même assez énorme. Fondation Janada, à elle seule, c'est 300 000, composée essentiellement de gens qui ne sont pas des Suisses. Touristiquement, c'est un secteur qui est en fait extrêmement important. Évidemment, il est temps de changer de perspective, c'est-à-dire changer ces clichés pour dire il y a un lien étroit entre culture et créativité, culture et économie, et ce lien doit infuser des discours politiques, alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui, puisque le politique est très mal à l'aise avec la culture et ne sait pas par quel bout le prendre. Ce lien-là entre culture et économie, il a été démontré en plus, hein, c'est pas un lien qui tombe du ciel. Il y a un géographe américain qui, contrairement à tous les autres géographes, est devenu, je pense, immensément riche, puisqu'il est devenu consultant du développement culturel de beaucoup de métropoles mondiales. Il s'appelle Richard Florida, il est américain. Il a écrit un livre qui a fait un peu sensation en 2004, qui s'appelle L'émergence de la classe créative, qui a fait beaucoup de débats d'ailleurs. Je ne vais pas rentrer dans les débats, mais qui est intéressant parce que, au fond, il pose une hypothèse de dire la créativité aujourd'hui, c'est le marqueur principal du monde contemporain, à la fois de nos vies, des secteurs économiques, mais pas que ça, de nos vies, de nos sphères intimes. Et c'est la créativité qu'on valorise plus que toute autre espèce de valeur. Et puis, il s'est posé une question que, jusqu'à lui, peu de géographes s'étaient posés. Pourquoi les villes sont plus attractives, à la fois pour les gens et pour les entreprises, que le reste des territoires, que les campagnes, que les villages, alors que la nature y est beaucoup plus riante. Et il a remarqué, avec des outils statistiques, que les villes les plus dynamiques étaient celles qui attirent les talents, et pas celles, forcément, qui offrent le plus d'avantages fiscaux. On n'a pas trouvé de corrélation directe entre les avantages fiscaux et l'établissement d'entreprise. Par contre, avec des indicateurs qui sont plus fins sur, on va dire, le contexte culturel, le contexte branché, etc. d'une ville, va faire que certaines entreprises ou des entreprises vont être attirées, vont leur permettre d'attirer leur cadre dans cet environnement. Et en fait, il a renversé la table en disant mais non, le développement culturel d'une ville, c'est le facteur clé de l'attractivité économique, et c'est pas l'inverse. Ça, c'est aussi une chose qu'on nous répète souvent, c'est si il faut que l'économie soit forte pour que la culture soit forte. Il a dit non, c'est l'inverse, il faut que la culture soit forte pour que l'économie soit forte. Et grâce à ça, il a gagné beaucoup d'argent. Alors, comment est-ce qu'on développe culturellement une ville? Est-ce qu'il faut construire un opéra? Est-ce qu'il faut construire des grands théâtres, une salle de musique prestigieuse? Là aussi, alors je caricature un peu, mais il a dit au fond exactement l'inverse. Il dit non, non, il faut prendre appui en fait sur le réseau culturel qui est déjà existant, donc les artistes, même à une échelle d'une petite ville, qui sont déjà présents, comme des groupes de musique. On peut agir assez directement, des théâtres indépendants, des manifestations culturelles existantes, simplement les subventionner, à la limite, même un peu arroser. Et c'est eux qui vont faire que l'ambiance de la ville va changer, que ça va attirer de nouveaux artistes,
que ça va ensuite attirer des créateurs au sens large, il n'y a pas uniquement des artistes, mais des créateurs d'entreprises ou des gens qui travaillent en pub, etc., qui ensuite va attirer les entreprises, qui à leur tour vont attirer les artistes, etc. Ça, c'est la théorie. Et en fait, c'est aussi la pratique, mais il y a évidemment un revers de la médaille qui est assez gigantesque, qui est qu'effectivement, en attirant de plus en plus de talents, là, dans les centres-villes, on les gentrifie. C'est-à-dire qu'on nivelle par le haut les classes sociales des centres urbains, et du coup, on chasse en fait tous ceux qui ont permis que les gens viennent, c'est-à-dire les artistes qui vont se retrouver dans les marges. Et d'ailleurs, ce même Richard Florida vient d'écrire un livre en disant « Mon Dieu, au fond, j'ai tué », enfin, c'est pas vrai, je ne dis pas ça comme ça, mais ma théorie, c'est vraiment une théorie qui a causé au fond plus de malheur qu'elle n'a apporté de solutions pour les villes. Mais enfin, on va oublier cette deuxième partie, on va rester dans le côté « Allez, on attire les artistes pour attirer les riches », parce qu'en Valais, on n'en est pas au stade de la gentrification. Justement, le problème, c'est que les communes et les villes font souvent l'inverse de ce que préconise Florida, en disant « Ah, ben moi je veux mon beau théâtre, donc je vais payer 20, 25, 30 millions pour avoir mon beau théâtre. » Le problème, c'est qu'après, elles ne s'imaginent pas qu'il faut des budgets de fonctionnement dans ces théâtres, donc ils se retrouvent avec des institutions qui gèrent ou qui font gérer tant bien que mal, et surtout qu'elles peinent à remplir, puisque toutes ces salles, vu qu'elles remplissent avec des spectacles qui doivent être très populaires, du coup elles se font elles-mêmes concurrence les unes les autres. Et maintenant on est dans un vrai problème sur certaines salles dont je ne vais pas parler, mais tout d'un coup de se dire, eh ben oui, il faut un budget de fonctionnement, qu'est-ce qu'on fait? On loue, mais tout le monde loue, donc au bout d'un moment il y a une espèce de surenchère immobilière. Alors que, de façon assez simple, comme le dit Florida, subventionnez les groupes de musique locaux, de musique actuelle, et vous aurez certainement beaucoup plus, ça vous coûtera moins cher, et ça vous rapportera plus en termes d'impact, d'attractivité. Voilà, ça je redis la même chose. Il y a effectivement certaines villes qui ont plus misé sur la culture que d'autres. Deux exemples, enfin un exemple d'une ville et puis l'autre c'est un pays. C'est le fameux exemple de Nantes, qui est un exemple assez classique. Nantes qui était une ville au passé industriel, à peu près morte, enfin morte c'est un grand mot, mais disons un peu comme ces villes de provinces françaises dans les années 60 qui sont vraiment un peu moribondes, une grosse désertification, la population baisse. Et Jean-Marc Ayrault, qui devient maire de Nantes, décide comme ça un petit peu de but en blanc d'en faire une destination culturelle. Alors, je ne vais pas ces détails, mais enfin il y a aussi beaucoup d'art, c'est à la française, donc c'est allez on y va, on balance les moyens. Et il appelle quelqu'un qui s'appelle Jean Blaise, qui est venu à la Porte du Valais faire une présentation sur ce qu'il a fait à Nantes. Qui en fait a pris les rênes de toute cette opération-là, a décidé une chose assez intéressante, de dire on va fusionner culture et tourisme, on va arrêter d'avoir d'un côté la culture, de l'autre le tourisme, on va faire une seule institution qui s'appelle le Voyage à Nantes, qui emploie à l'heure actuelle 80 personnes quand même, c'est pas mal, et pour dire au fond le tourisme chez nous c'est la culture. Investissement massif, alors ça c'est moyennement du Florida pour le coup, dans des productions artistiques de grande ampleur, des artistes internationaux extrêmement connus. Quand on avait été voir Jean Blaise, c'était là, Sophie nous avait dit à l'époque qu'il n'y a pas un banc public dans la ville de Nantes qui ne passe pas par lui. C'est-à-dire, ok, vous voulez un banc public, mais c'est tel créateur ou tel designer américain ou australien qui va faire ça. Donc il faut qu'il a un espèce de contrôle à la fois sur le tourisme, mais aussi sur l'urbanisme de la ville ou sur le décor urbain de la ville. Donc, la culture, là, c'est devenu vraiment central. Et l'augmentation des nuitées touristiques, c'est assez mis à plusieurs centaines de pourcents depuis 1985. C'est même devenu une destination EasyJet. Et puis, c'est la ville préférée des Français sur la période estivale, uniquement pour des raisons culturelles. À Nantes, il y a quoi? Concrètement, il y a ce fameux lieu qui s'appelle le lieu unique, qui est dans les anciennes usines de biscuits Lu, qui est une scène nationale, qui est à la fois un théâtre, des salles d'exposition, lieu de concert, il y a un hammam, il y a un café, il y a un restaurant, etc. Et il a la particularité d'être un lieu totalement modulable, c'est-à-dire que vous pouvez transformer le théâtre en une salle d'exposition, etc. Enfin, voilà, c'est un truc assez incroyable et c'est la seule institution,
je pense, une des seules institutions françaises dirigées par un Suisse, qui s'appelle Patrick Giguère, c'est aussi assez remarquable, d'ouverture de la part de la ville de Nantes. Et puis il y a cette chose que vous connaissez sans doute, qui sont les machines de Lille. Voilà, cet éléphant gigantesque qui permet qui circule un peu dans la ville comme ça. Vous avez vu peut-être l'année passée, ou il y a 2 ans, il y avait des géants à Genève. Donc, voilà, ça vient de la même compagnie, troupe de théâtre à l'origine, qui a fabriqué ces énormes poupées géantes mécanisées, et qui a fait cet éléphant, dont le prix, je crois, avoisine 30 millions quand même. Donc voilà, ils ont quand même investi de l'argent dans toute une série d'activités, mais totalement folles, parce que construire un éléphant mécanisé, quel politique ici serait d'accord de le faire à cet âge? Je connais peu. Ils ne se sont pas trompés. Pardon? Ils ne se sont pas trompés. Voilà, merci. Merci mon cousin. Et puis le voyage à Londres, c'est aussi en fait une exposition à ciel ouvert estivale, qui est un parcours artistique, culturel et touristique dans l'ensemble de la ville, qui devient un événement durant les mois de juillet et août. Donc, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils tracent concrètement une ligne dans toute la ville. En l'occurrence cette année c'est une ligne verte que vous suivez et vous arrivez sur des sculptures, des œuvres d'art qui sont vraiment intégrées au tissu urbain. Et chaque année c'est d'autres œuvres d'art, mais par contre la ligne reste. Donc en fait, vous avez depuis plusieurs éditions une ligne rouge, une ligne jaune, une ligne noire, et la ville est escadrillée par ces lignes-là. Et puis, le voyage à Londres, c'est aussi une trentaine de sculptures gigantesques en estuaire qui relient Nantes à Saint-Nazaire. Donc, par exemple, avec cette maison qui est au centre, au milieu de l'eau, ou ce bateau mou. Voilà. Là, ce que je dis avant, pour créer tout cela, il y a une recette, c'est une pensée culturelle du tourisme, et pas une pensée touristique de la culture, en fait, c'est dans ce sens-là que ça marche. Une pensée d'aménagement urbain, et puis de la politique tout court. Et puis, il y a l'Islande aussi, j'ai moins d'exemples, mais enfin, sur le site internet, par exemple, du site du tourisme islandais, c'est l'Islande déborde d'énergie créative. Évidemment, on voit la référence au volcan, aux bains thermaux, à tout ce qui mousse, mais ils ont lié de façon très explicite cette énergie naturelle à une énergie créative, et ils n'ont pas totalement tort, puisque évidemment l'Islande a produit des artistes quand même relativement connus, en tout cas dans le domaine du polar islandais, la musique actuelle, Björk, Sigur Rós, le cinéma, pour une population qui est très réduite. Et c'est vrai qu'avec tout ça, ils en font une destination très, très insolite. Et depuis 3 ans, le succès est tel que l'Islande veut limiter le nombre de touristes. Ce qui n'est pas encore le cas en Valais, mais l'Islande, ça marche. Savoir que la culture, c'est vraiment un des 4 piliers de la promotion touristique. Vraiment, le paysage, c'est important. La qualité de l'accueil, c'est extrêmement important. Les infrastructures sont aussi importantes, mais la culture, s'il n'y a pas de culture, vous aurez énormément de mal à faire fonctionner les 3 autres. Or, il s'agit quand même bien de remarquer, même s'ils ne sont pas d'accord avec ça, mais que la culture, c'est un des grands absents de la promotion touristique en Valais. Allez simplement sur le site de Valais Valais Promotion, vous pouvez creuser pour les trouver de la culture. Même la Fondation Grenada, elle n'apparaît pas immédiatement. Je ne sais pas si Sophie est d'accord avec moi, mais voilà, donc ils font quand même des efforts. Il y a notamment le directeur de Culture Valais dans son ensemble, qui travaille au corps VVP, Valais Promotion, pour s'associer à des événements culturels. Ce qui a bien marché, c'est le Salon du Livre cette année. Donc, il y avait vraiment une association qui était claire, mais il a fallu se battre. Et c'est marrant, c'est pas que ça. Moi, je m'occupe d'un service qui s'appelle Culture et Tourisme. Et mon Dieu, comme c'est difficile de travailler avec le site de tourisme. Par exemple, un petit exemple, l'Office du tourisme de Montaix a créé un sentier didactique sur les blocs erratiques. On a une exposition sur les blocs erratiques, qui n'est pas une exposition descriptive, mais qui est faite d'une photographe chinoise. Samedi matin, il y a une visite des blocs erratiques. On a dit, mais l'après-midi, on fait une visite de l'exposition. Ah, mais non, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que les gens vont passer trop de temps dans la montagne, alors après, ils ne vont pas vouloir venir au théâtre. Mais peut-être qu'ils ne viennent pas, mais il faut leur proposer ça. C'est bien montrer que culture et tourisme travaillent ensemble, et des fois, ça se joue sur des choses concrètes. Et on se
Et on se casse la tête en Valais là-dessus, peut-être pas qu'en Valais d'ailleurs, et sur le fait de dire, mais bon Dieu, mais comprenez que la culture, c'est un truc qui pourrait vous aider, on n'est pas là pour vous brouiller les pistes. Les raisons, ben voilà, c'est évidemment le débat politique, et la culture est absente. Et comme la politique touristique est très proche du politique, il y a quelque chose qui est un peu évident. La culture est surtout perçue, ça c'est un truc que j'entends souvent, comme brouillant l'image d'Épinal du Valais, c'est-à-dire dire mon Dieu, on va abîmer les jolis paysages. Elle est mal comprise par les acteurs concernés, qui la jugent élitaire et pas intéressante pour le public cible touristique, ça c'est aussi un grand argument. On a fait des grandes études, le public qui vient en Valais vient pour le ski, vient pas pour autre chose. Certes, et si on les intéressait par autre chose, peut-être qu'on trouverait un autre public, c'est vraiment le problème de l'œuf et la poule. Et puis, il y a une concentration évidemment de la promotion touristique sur le paysage et son utilisation sportive. Alors que, ben voilà, je répète ce chiffre, mais 1 million de spectateurs en 2014, 3000 artistes, 280 institutions, 100 festivals de musique et de festivals pluridisciplinaires. On aura bientôt un festival tous les jours en Valais. Dire que le Valais se distingue des autres cantons, peut-être par une scène artistique qui est jeune, il faut dire qu'on doit rattraper pas mal de retard, avec une prise de conscience de l'importance de la culture qui est récente. Mais il y a quelque chose d'important en Valais, c'est que la scène culturelle est dynamique, elle est animée aussi par un esprit pionnier, c'est-à-dire que les gens ne se tirent pas encore dans les pattes, vu qu'il y a encore un espace en friche. Et ça crée aussi une ambiance qui est très positive pour ça. Et puis, la culture ou les artistes en Valais s'affranchissent aussi sans les renier les marqueurs traditionnels, la fanfare, la raclette. Et on a l'exemple, parce qu'on a Martinique du Palpe qui joue beaucoup sur ces marqueurs traditionnels. Et ça fonctionne très très bien, sans pour autant se faire instrumentaliser par la chose. Et dire aussi la culture en Valais, c'est une scène qui est mondialisée et décomplexée. Il y a beaucoup d'artistes qui ont des carrières internationales. La preuve, ça c'est toujours l'exemple que je ressors parce que je sais plus qui a inventé ce sac, mais enfin en tout cas il est évidemment plein de drôleries. Mais n'empêche que c'est le sac qu'on vend le plus à monter, je pense, devant le Triboulet et compagnie. Parlons un peu du Valais. Alors, je ne vais pas faire un tableau, un tableau de la culture en Valais, mais dire au fond, il y a 4 axes, à mon avis, de développement culturel, donc de choses qui sont vraiment en pleine expansion. Les musiques actuelles, les festivals pluridisciplinaires, le développement culturel en station qui est très important, et puis la formation artistique. Les musiques actuelles, voilà, il y a 3 lieux maintenant de musique actuelle en Valais, ce qui est quand même pas mal, Montaigne, Sion et le lieu mythique des Caves ici. Et on passe vraiment d'une reconnaissance, d'une marginalité, une reconnaissance institutionnelle pour la culture rock. La scène valaisanne est très active, on peut estimer entre 300 et 400 groupes de musique actuels constitués en Valais. Alors c'est des groupes qui se forment, se déforment, mais enfin c'est très important. Et puis c'est ça, elle propose à tous ces artistes des résidences, elle les programme régulièrement, et c'est vraiment, ça concerne, on va dire, énormément de public. Il y a un fort potentiel de développement parce qu'il y a l'engouement, ce public cible est jeune, et mon Dieu que nous recherchons un public jeune dans les actions culturelles, qui est quand même plutôt vieillissant en général. Il y a peu d'argent, ça s'intéresse beaucoup aux politiques, par les pouvoirs publics, parce que la musique actuelle en général a toujours fait sans argent. Donc dès que vous mettez un tout petit peu d'argent, c'est comme à Genève à l'époque des squats, ça explose. Et puis, la musique actuelle permet de faire entrer un public jeune dans des institutions culturelles. Et ce sont aussi des espaces de sociabilité. On le voit par exemple au Pont Rouge à Montaigne, on a une 70aine de jeunes bénévoles qui travaillent pour cet espace et qui sont impliqués là-dedans. Donc les lieux de culture sont aussi des lieux de sociabilité, évidemment. Quelques chiffres quand même que je me suis procuré. 80 festivals de musique en Valais, Gampel, 117 000 festivaliers, Sion fait 60 000 derniers festivals. Alors c'est pas la musique actuelle, mais c'est quand même 63 000 personnes. Et, je dis en rigolant, 400 vaches à Appro et 10 000 spectateurs. Et pourtant, quand vous allez sur la RTS, c'est l'événement majeur en Valais, c'est la finale du combat de Rennes à Appro. C'est pas le reste. Pourquoi? Parce que le reste, c'est mondialisé. Au fond, le reste, c'est ce que vous retrouvez peut-être ailleurs, mais pas que. Pourtant, ça existe en Valais. Mais vous ne verrez pas un politique à Gampel. Par contre, à la finale d'Appro, ils y seront tous. Grosse erreur, à mon avis, de leur part. Du côté de la culture en station, je dirais qu'il y a 3 stations qui sont les leaders de la culture en montagne, Verdier, Crans-Montana et Zermatt. Je m'excuse pour le représentant de Morgin qui est là.
Les portes du soleil aussi, on peut dire que, et ces événements, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés dans notre station, je vais juste en prendre chaque fois un. Ça permet évidemment de renforcer l'attractivité hivernale, de prolonger la saison d'hiver, et puis de battre le clou sur la saison estivale qui est un peu l'enjeu aujourd'hui. Et puis surtout, c'est de dire on va viser un public qui est jeune, puisque les jeunes, on ne s'intéresse plus tellement au ski, mais ils s'intéressent à d'autres choses, et puis ça fidélise la population aux stations. Il y a le Zermatten Plug, très connu, où là on fait venir vraiment des stars internationales dans une station prestigieuse, on mise sur eux pour qu'ils prennent des selfies sur Instagram avec le Cervin qui poste ensuite à leurs millions d'abonnés, etc. Donc ça fait ça fait caisse de résonance absolument énorme. C'est aussi un festival qui travaille beaucoup avec les artistes valaisans, qui a des scènes ouvertes, grâce aussi à la Culture Valais. Et puis c'est quand même 20 000 personnes par édition. C'est un festival qui arrive juste à la fin de la saison hivernale et ça redonne un énième souffle à Zermatt, qui est évidemment une des stations qui s'en sort le mieux en Valais. À Verbier, il y a le Polaris Festival, là, qui est aussi un festival de musique électronique. Qui attire quand même environ 10 000 personnes par édition, qui a par contre un budget qui m'a surpris, qui est très élevé, de 2,5 millions. Donc on voit que les privés s'intéressent quand même beaucoup à ça, mais ce n'est pas de l'argent public là. Leur intérêt, c'est aussi de dire on va toucher un public outre-sarine, c'est par la culture qu'on y arrive, et puis ça permet de se distinguer de façon moderne sur l'offre culturelle de montagne. À Crans-Montana, il y a ce festival que je connais peu, mais enfin qui semble être quand même assez important, qui s'appelle le Vision Art Festival, qui est en fait un festival d'art urbain. C'est assez marrant de le faire à Crans-Montana, en fait ils ont raison, puisque évidemment à Crans-Montana il y a plein de béton. Et donc l'idée c'est d'amener des artistes internationaux de street art en station. Et ils ont vraiment un carnet d'adresses qui leur permet de faire ça. Utiliser justement le béton des remontées mécaniques, des parkings comme surface d'expression, rendre des couleurs à la station bêtement. Et puis faire connaître là aussi la station qui est la communauté mondiale du street art, qui est très active sur les réseaux sociaux. Et puis ça permet aussi d'avoir des œuvres qui durent plusieurs années, qui ne sont pas, on va dire comme des festivals de musique, qui sont à durée, qui durent le temps d'un concert. Des exemples à suivre, je pense, pour le reste des stations. Il y a le tourisme hivernal qui est décroissant et les stations doivent trouver des alternatives. C'est sans doute pas avec le défilé des chèvres au milieu du village et la fanfare ou la chorale du coin qui vont y arriver, en tout cas pas que avec ça. Mais il va falloir être extrêmement proactifs et originaux maintenant, trouver d'autres actions qui leur permettent de renverser la tendance. L'enjeu, c'est évidemment la jeunesse, et puis la culture, comme je l'ai dit avant, c'est une très bonne caisse de résonance en termes de com. L'autre axe, c'est les festivals pluridisciplinaires, ici une image de l'électroclette. Le PAL Festival, ici une roclette à l'Alpage, à Bagne, si je ne m'abuse, qui est un festival maintenant qui est vraiment, on va dire, le festival valaisan insolite, et qui attire aussi chaque été énormément de monde, qui prend le territoire vraiment comme terrain de jeu. Donc aussi en jouant sur la raclette, le gaz, en faisant des concours, etc. Et puis le logiciel, c'est vraiment la création des rencontres entre des artistes et un paysage, avec des programmations de très grande qualité. Et puis c'est un festival qui associe aussi beaucoup d'artistes régionaux et puis internationaux. Et ça, c'est toujours très intéressant. Et c'est un festival populaire, mais exigeant et ouvert à l'art public, ce qui est très bien. Il y a notre festival à Montaix qui s'appelle Iketnunk, qui est peut-être un petit peu plus trash sur cette image. Sur l'édition 2018, on va faire une édition totalement indigène. Alors là, je suis complètement en désaccord avec ce que je viens de dire avant, mais on va faire une édition uniquement avec des artistes de Montaix. Donc on va faire un peu le jeu sur la culture indigène, montrer que la culture est vraiment au centre de la ville. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'artistes à Montaix qui sont, qu'on ne connaît pas forcément d'ailleurs, qui sont actifs et qui souvent travaillent plus ailleurs qu'à Montaix. Et puis l'idée, c'est aussi d'associer les commerces et les cafés comme lieu de spectacle ou de concert, afin de susciter des créations originales. Voilà. Il y a ce fameux nouveau festival, BPM, qui vient de connaître sa première édition, qui est vraiment un festival un peu dans la butte entre tradition et modernité, puisqu'il prend appui sur le terreau valaisan de cuivre et de percussion, mais tout en renouvelant le genre, et puis en permettant à des artistes de créer différentes performances. Ici, il y avait justement une chose qui s'est passée avec Annick Barman
et Kaorito dans la piscine de je ne sais plus la ville dans laquelle ça se passe. Voilà, Rome, c'est ça. Donc ça c'est aussi intéressant de toujours jouer sur ce côté typique, pas typique, moderne, ancien. Le dernier enjeu, je dirais que c'est la formation artistique. Je vais malheureusement passer rapidement là-dessus. Évidemment, former des artistes, c'est extrêmement important. Le Valais devient aussi une terre où voilà, il y a des écoles qui bougent. Voilà, l'ECA avec son nouveau directeur, la Haute École de Musique, les PAC qui fait plutôt du jeu vidéo et de la bande dessinée. Ce développement correspond aussi à l'arrivée de l'EPFL, enfin aussi de dire le Valais c'est un territoire extrêmement important en termes de formation, c'est en train d'exploser. Des idées parmi d'autres, c'est de créer l'école nationale de cirque, il y a des projets qui sont dans l'air, il y en a partout dans les autres pays, il n'y en a pas en Suisse. Je me dis tiens, ça pourrait être une chose intéressante en Valais, ça pourrait aussi faire venir, on va dire, des gens du monde entier dans une école telle que celle-là. Après il faut trouver les moyens, c'est toujours le problème. Et puis, une chose qui me paraît aussi importante, c'est bêtement accompagner les élèves des écoles obligatoires avec un vrai parcours artistique du début de la scolarité jusqu'à la fin, pour bien sûr se former des spectateurs, mais je dirais former surtout des êtres humains complets, qui aient aussi un rapport avec leur intimité. Idée, on a 100 millions sur la table pour les JO. Ils sont encore sur la table, paraît-il. Alors on pourrait imaginer un projet qui associe culture et école. Voilà, c'est une idée qui pourrait porter... peut-être pas appel citoyen parce qu'on s'intéresse à la Constitution, mais enfin, je lance la bouteille. Il n'y a pas de merde. Il n'y a pas de merde. Et puis le Rhône évacue très vite vers Marseille. Voilà. La culture, ça va permettre aussi de changer l'image que le Valais a de lui-même et a à l'extérieur. On ne peut pas dire que non plus il soit toujours très positif. Voilà, on peut se projeter dans un Valais créatif, etc. Et puis, il y a évidemment la nécessité d'introduire dans la nouvelle constitution un article culturel. Comme je ne suis pas candidat, je compterai sur vous. Ce n'est pas très compliqué à faire. Fribourg l'a déjà fait, on peut presque prendre modèle là-dessus. C'est assez simple, mais au fond, ça correspond bien à ce qu'on cherche. C'est à la fois encourager la vie culturelle dans sa diversité et la création artistique, ça c'est extrêmement important. Et puis de dire les artistes sont les ambassadeurs du canton. Donc il faut qu'ils bougent dans le canton, mais il faut aussi qu'ils aillent à l'extérieur et d'avoir des dispositifs qui permettent de le faire. Voilà, merci beaucoup.